Bon, je rebondis, on a parlé tout à l'heure, qui dit formation dit financement. Et voilà, je voulais qu'on aborde ce sujet. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui forment les BP, par exemple. D'ailleurs, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Regardez, il y a 15 ans, il y avait l'Airfan, il y avait les Krebs. Voilà, c'était assez... Il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs privés qui sont rentrés sur le marché. Logiquement, quand on met plus de concurrence, on s'aperçoit dans la téléphonie, avec Free, avec d'autres, c'est des marques, que logiquement, ça fait baisser les prix. Et nous, bizarrement, ça a eu un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que les prix se sont envolés. Et en 15 ans, bien au-delà de l'inflation légale. Et du coup, ça pose quand même un petit problème. Est-ce que les collectivités, est-ce que les DSP, est-ce que les employeurs doivent mettre plus la main au porte-monnaie pour essayer de compenser cette envolée du prix de la formation? Alors moi je vois deux sujets là-dedans. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, le financement, c'est pas la problématique. Aujourd'hui, entre les PRF, les contrats d'apprentissage, nous avons plus de solutions d'entrée en formation financée que de jeunes à entrer en formation. C'est-à-dire qu'on a encore des places vides, tout simplement. Donc on pourrait, en ce qui nous concerne, former plus du double de ce qu'on forme en nombre de personnes par an si on avait les jeunes. Pour les BP. Pour les BP, pardon. Pas pour les BNSSA. Voilà, pardon, pour les BP. Ouais. Pour les BNSSA, on a certains procédés, notamment Pôle emploi, qui permettent des prérequis d'accès au diplôme, qui permettent des prises en charge. Et sur le coût, tout simplement, des formations, alors chez nous, ça navigue sur un BP entre 5 500 et 7 000 euros. Clairement, hein, le coût d'une formation pour un organisme de formation, ça va être l'allocation des installations, ça va être le prix des formateurs, ça va être le traitement administratif, qui est clairement de plus en plus lourd. Et quand vous comptez ça sur un stagiaire à peu près à 10 € de l'heure en salle, on n'est pas déconnant, je pense. Voilà, pour se creuser la tête et, bon, allez, je peux le dire, hein, pour s'arracher les cheveux, pour essayer de faire des budgets corrects. La preuve. Voilà. Comment dire, je pense qu'on est sur un prix sur lequel, en tout cas, en ce qui nous concerne, on ne sait pas faire beaucoup moins. Et avec un objectif de répondre aux standards de qualité, de répondre aux homologations, de répondre aux attentes légales Calliope, répondre aux attentes de l'homologation du ministère de référence, répondre aux attentes des financeurs, qui sont finalement peut-être quelquefois plus exigeants encore que les homologateurs. Je ne pense pas qu'il y ait de... En tout cas, moi sur les organismes que je connais, je ne parle pas que de moi, qui est vraiment de décalage par rapport à ça. Nous, à l'université, on ne s'arrache pas les cheveux, vous pouvez le voir. Parce qu'effectivement, moi, donc, étant responsable d'un DOST, activité aquatique, bah, effectivement, on est à 300 € l'année. Donc effectivement, il n'y a pas... Je ne sais pas si c'est une mauvaise concurrence ou pas, mais c'est comme ça. L'université française a cet avantage de proposer des formations à des coûts très bas, et ça permet au plus grand nombre d'y accéder. Un mot quand même sur le BNSSA. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des déficits de formation à la surveillance. Il y a aussi des déficits de formation à la polyvalence des milieux, des milieux naturels. Et là, on peut quand même pas nier qu'il y a un vrai rapport à l'argent. Moi, à chaque fois que j'en parle autour de moi, on me dit oui, mais si tu rajoutes 20 heures, 30 heures, 40 heures de cours, c'est des formateurs, c'est des heures en plus, c'est du temps de disponibilité pour les futurs BNSSA, et souvent, vous êtes d'accord, c'est plutôt des jeunes qui sont en terminale, donc c'est compliqué, Donc voilà, je n'ai pas forcément la solution. Il y a des éléments de solution. Par exemple, j'ai appris il y a très peu de temps, mais c'est Arnaud Sauroy qui en parlait, mon collègue qui est maître de conférence associé à Poitiers, qui disait que les Canadiens, ils commencent à financer les formations. Ils financent totalement des formations. Ils ont aussi des pénuries de sauveteurs. Et donc, ils commencent à avoir des pénuries de sauveteurs, donc ils financent totalement la formation de surveillant sauveteur. Hein. Ils appellent ça le sauveteur national.
Leur plus haut diplôme, c'est le sauveteur national. Ils financent. Donc ça, c'est peut-être des pistes à envisager. Merci. Je te rejoins sur la notion aujourd'hui des financements des BNSSA. Ça a été dit avant, si on fait les permis bateaux, si on fait tout pour avoir un vrai BNSSA qui est capable de travailler dans n'importe quel secteur, les coûts vont s'envoler très très rapidement parce que rien que les permis bateaux, ça coûte tout de suite de l'argent et j'en passe, c'est des meilleurs. Là où moi je rejoins et je pense que peu de gens ont conscience aujourd'hui des contraintes, et je ne suis pas là pour pleurer, c'est pas mon style, sur les contraintes administratives des 4 dernières années des organismes de formation, et c'est très bien parce qu'il y avait à boire et à manger dans les organismes de formation aussi, les contraintes administratives ont complètement explosé. Et donc aujourd'hui je parle pour moi mais je pense que c'est la même chose, on passe beaucoup plus de temps à recruter et former des personnels administratifs fiables, parce que c'est de ça que va définir la suite et la pérennisation de la structure, qu'elle soit entrepreneuriale ou associative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contrôles administratifs sont sévères. Sur les contenus, sur les formations, là par contre, je vais garder, Pierre-Olivier va se réjouir, je vais garder ma casquette de vilain petit canard du ministère, parce que je suis encore en dispo, donc je peux encore me targuer d'être fonctionnaire du ministère des Sports en dispo. On a quand même une modalité qui est sous-exploitée dans les formations du ministère des Sports. En fait, pour passer un diplôme sportif, professionnel, on a l'apprentissage qui est complètement connu aujourd'hui et accepté. Il y a la formation initiale et on a dévoyé la formation initiale. Aujourd'hui, la formation initiale, quand on prend la définition, c'est des gens qui sont dans la suite de leur parcours scolaire ou universitaire. Quand je vois des gens de 40 balais qui viennent faire un BPAN et qu'on les met en formation initiale, ça me fait doucement rigoler. Pourquoi ? Parce que la formation initiale est beaucoup plus financée par les OPCO, les opérateurs qui financent et les financeurs en général, que la formation continue. Et effectivement, il y a des contraintes. Quand on est en formation initiale, il faut faire, par exemple, pour un BPGEPS, on a obligatoirement 600 heures à poser pour faire un BPGEPS en structure. En formation continue, 0. On n'a aucune obligation horaire. Dans ma structure, on ne forme pas au BPAN là-dessus pour l'instant, mais sur des BP en sport de contact ou autre, on est sur 300 heures de formation, tout compris. Sur un diplôme professionnel, c'est le même à la fin. Ça s'appelle le dispositif de la formation continue, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'expérience des gens par le passé. Tout ce qu'ils ont avant, ils ont un parcours fléché, ciblé. Donc automatiquement, les coûts de formation ne sont plus les mêmes. Donc ça, c'est le premier point qui est hyper important. Deuxième élément, on est en 2022. Il y a un moment, il va falloir ouvrir la perspective de la digitalisation des formations. À la fois pour réduire les coûts, directs et indirects. Et alors aujourd'hui, j'ai entendu Alain tout à l'heure faire comme quoi il y a une doctrine pour éviter de trop consommer, la doctrine de l'État sur la sobriété énergétique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un stagiaire passe quasiment plus d'argent dans ses frais de déplacement, et son hébergement et son alimentation pour venir en formation que le coût de sa formation elle-même, dans certains cas. Donc il y a des vraies questions à se poser sur ces aspects-là. Donc la digitalisation est une ouverture possible et potentielle de nombreuses formations. Pas tout, pas forcément tout, mais il y a des choses qui se font déjà aujourd'hui. Donc il faut réfléchir autrement. Et on doit adapter de plus en plus les choses. Mais le code du sport, et j'en terminerai là-dessus, permet d'adapter les modalités de formation. Sauf qu'il faut développer des ingénieries complètes là-dessus. Et ça nécessite encore une autre approche. Merci. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Désolé, je prends la parole. Il y aura un challenge question. Ouais. Quand même bien parti. Je le relève. Moi, juste sur le coût, juste pour dire que le coût il n'a pas tellement évolué depuis 12 ans. Parce qu'avec Arnaud, on a ouvert les formations BP AA à l'époque, il n'y avait pas le N, c'était le premier. C'est ça, en 2010, et c'était grosso modo les mêmes coûts que ce qu'on a aujourd'hui, sauf qu'on avait effectivement beaucoup moins de contraintes administratives à l'époque, parce que Calliope et tout ça, c'était pas de... Voilà. Et donc du coup, forcément, il y aura moi, je voulais juste revenir aussi sur le coût des STAPS. 300 balles, c'est pas le coût, hein. C'est ce que payent les étudiants. Mais le coût, grosso modo, une année d'universitaire de tête, ça doit être aux alentours de 10 000 balles par étudiant. Donc en fait, d'avoir une année de formation pro à 7, 8 000, ça paraît pas déconnant non plus. C'est juste que comme on est sur une formation qui est professionnelle et qui sort du cadre éducation nationale d'enseignement supérieur, parce qu'elle est reconnue comme ça, et bah, du coup on voit le vrai coût que ça coûte, alors qu'à la fac, c'est la collectivité qui paye
le tout. Et juste un truc qu'on n'a pas abordé, mais sur le BNSSA, on n'a pas rappelé que c'était un diplôme du ministère de l'Intérieur et que ça ne va pas sans ajouter à la complexité de la complexité cette histoire. Que si on pouvait ramener dans le giron du sport, ce serait peut-être plus simple d'avoir des passerelles. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Je ne regrette pas d'être venu. Ça, tu dis rien. Ok. Bon, et bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Avec son micro, une grosse voix. Ouais, une grosse voix. Une grosse voix. On a abordé, vous avez abordé tout à l'heure le fait que la C3D avec les étudiants en STAPS avait pu développer des passerelles vers le type de MLS. Cependant, ces passerelles, elles arrivent à licence 3, résolue, donc fin d'année de licence 3. Et on vient de dire plus tôt que si on veut faire rentrer les jeunes dans le métier de maître nageur, il faut qu'on les rentre très tôt. Donc je pense que c'est bien, parce que c'est une évolution, mais en tout cas, il faudra peut-être qu'on réfléchisse à comment l'amener au moins à licence 2, puisque quand ils sont en licence 2, ils sont éducateurs sportifs à la fin de l'année. Et à partir du moment où ils sont éducateurs sportifs, à partir du moment où ils ont déjà un BNSSA, qu'est-ce qui manque pour qu'on leur délivre un titre de maître nageur? Et j'ai envie d'aller plus loin en disant que la dernière circulaire d'éducation nationale permet à n'importe quel éducateur sportif d'enseigner la natation dans le cadre scolaire. À partir de ce moment-là, et à partir du moment où l'éducateur sportif est BNSSA, pourquoi on ne lui délivre pas un titre de maître nageur? Il va manquer quoi? Je la connais pas, c'est la circulaire. Ah, si. Pierre-Olivier il va manquer un peu de traitement d'eau, et puis un peu de réglementation, mais il manque plus grand-chose. Je m'étonne de votre propos disant que la dernière circulaire sur la natation scolaire permet à n'importe quel éducateur sportif d'encadrer la natation. On s'est posé la question tous ensemble pendant la lecture de cette circulaire. C'était une vraie question. La nouvelle circulaire de natation scolaire permet à n'importe quel éducateur de pouvoir enseigner la natation scolaire à partir du moment où il y a un maître nageur qui est là pour assurer la surveillance. Mais donc du coup, un éducateur sportif peut être n'importe quel éducateur sportif. On parle bien des étapes. Sous la responsabilité du prof automatiquement. De l'enseignant, du professeur des écoles, parce qu'on est toujours sur la responsabilité du professeur des écoles, n'importe quel éducateur sportif peut être rémunéré pour enseigner la natation scolaire. Ah oui, on a été très étonnés à la lecture du texte. C'est le même principe que les étapes dans la fonction publique. Oui, c'est ça. Quand on est étapes dans la fonction publique, on n'est pas forcément maître nageur, mais on peut enseigner la fonction puisqu'on est étapes dans la fonction publique. Pour moi, il y a plein de questions. Alors, j'ai participé aux travaux de la rédaction de cette nouvelle circulaire, qui est une circulaire propre à l'éducation nationale. Elle n'est pas co-signée du ministère des Sports, mais je faisais partie du groupe de travail. En tout cas, c'était absolument pas la volonté. Donc après, il faut voir s'il y a un problème de clarté dans la rédaction qui amène à cette lecture, mais en tout cas, dans la philosophie des travaux, c'était pas du tout l'idée de penser que n'importe quel éducateur sportif, du simple fait qu'il est éducateur sportif, peut encadrer la natation scolaire. Mais on le regardera. En tout cas, cette question d'éducateur sportif plus BNSSA, très proche au final d'un type de MNS, bouffée d'oxygène très rapide pour avoir des personnes qui nous permettraient de venir intervenir dans nos structures. Alors, sans rentrer dans... Je vais juste apporter quelques éléments de réaction par rapport à ce que j'ai entendu. C'est vrai que nous, aujourd'hui, en France, la culture du diplôme, très en lien avec une vision solide et large des métiers, fait qu'on aborde en général des déclinaisons de plein de compétences qui correspondent parfois à des domaines d'activité distincts. Ça va sauter parce que la loi qui a réformé la formation professionnelle oblige le fait que les diplômes soient conçus en bloc de compétences, ce qui n'est pas encore le cas
des diplômes du ministère des Sports, mais qui est un travail qui s'ouvre et qui va amener un certain nombre de réponses par rapport à ce que vous avez évoqué sur le fait qu'on pourra faire valoir des compétences mieux définies et que on pourra additionner des blocs de compétences pour ouvrir des perspectives professionnelles ou au contraire pour rester sur une approche plus spécialisée ou plus limitée. Donc dans un avenir proche, on va se mettre en conformité avec ce cadre réglementaire propre à l'ensemble des diplômes français. Mais c'est une révolution, hein. Je veux dire, c'est loin d'être simple. Et ça nécessite de changer vraiment le paradigme de ce qu'est un diplôme. C'est-à-dire que nous, on aime bien des diplômes très, très conséquents. Et là, on ne construit pas des murs, on s'occupe des briques. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Il y aura une vraie évolution. C'était ce que je voulais préciser. Après, le BNSSA, c'est le diplôme du ministère de l'Intérieur, de secourisme. Aujourd'hui, quand on parle à l'administration qui porte ce diplôme au ministère de l'Intérieur du mot professionnel, c'est une qualification qu'ils récusent. C'est-à-dire que dans la conception de ce diplôme, pour eux, c'est un diplôme de secourisme au même titre que le PSC1, le PSE1, le PSE2. Ce sont des qualifications qui n'ont pas la vocation à être directement une entrée dans la vie professionnelle. Nous, on a un usage qui évolue et qui va vraiment vers la professionnalisation de ce diplôme, mais ça va nécessiter un certain nombre d'évolutions, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le BNSSA est un diplôme professionnel, même s'il est professionnalisant. Il n'en a pas les contours. Alors il ne faut pas le mettre en prérequis d'un diplôme professionnel parce que c'est contourner la règle. Ah ouais. Ça, c'est une autre question parce qu'il y a elle est importante. Il y a plein de prérequis dans des diplômes professionnels qui peuvent être des niveaux de qualification fédéraux, etc., qui ne sont pas des diplômes professionnels. C'est de la technicité, c'est pas forcément en lien avec le contour professionnel du prérequis. On voit quand même qu'il y a de beaux échanges, hein, c'est intéressant. Donc effectivement, alors moi je me pose la question aussi en tant que directeur des sports, certains d'entre vous sont directeurs de piscine, ça pose la question des L2 qui ont une carte professionnelle d'éducateur sportif et qui peuvent enseigner la natation, mais auquel cas ces L2 peuvent enseigner le judo pour des directions des sports, peuvent enseigner le badminton, l'escalade, a priori quand on relit le texte, il n'y a pas spécialement de limite, quoi. Donc c'est intéressant comme évolution, mais par contre c'est vrai que ça a été un petit peu abrupt. Quelqu'un veut réagir ? Juste, il y a le BPAPT, sauf erreur, c'est bon, vous m'entendez ? Le BPAPT, sauf erreur de ma part, depuis quelques mois, peut enseigner les activités aquatiques, pas dit la natation, les activités aquatiques. C'est fait exprès. On a fait enfin ping-pong. C'est fait exprès. Tout ça sont des sujets importants. Effectivement, les diplômes dits généralistes ou multisports permettent l'encadrement réglementaire de toutes les activités qui ne sont pas en environnement spécifique, et la natation ne fait pas partie des activités en environnement spécifique, donc elle n'en est pas exclue. Mais là, attention, je dirais, c'est le cadre réglementaire, ça ne garantit en aucun cas la compétence du détenteur de diplôme dans ce domaine. Merci beaucoup. Tu vois, quand on demande des quelqu'un textes. veut réagir. On passe au sujet suivant. Alors, je vous propose de passer. Oui. Un tout petit mot, je vous parlais des licences STAPS tout à l'heure, ces 3 licences. Donc nous, on a une réflexion sur le plan local à Poitiers, mais c'est une réflexion qui s'étend au niveau national, notamment pour des mutualisations sur des cours à distance. L'UESSMA, c'est 70 à 80 heures, à peu près. Il va falloir déterminer ce que l'on met dans ces 80 heures, et ça, je pense qu'on peut... En fonction des lieux de formation, on peut très bien y trouver plus d'hygiène, plus de sécurité, plus de ceci ou de cela. Donc ça sera discutable. Et puis après, il faut se poser la question de à combien d'heures minimum on va délivrer ce SSMA. Aujourd'hui, on voit des gens arriver sur le métier qui ont, par exemple, alors BP et je ne pense pas que les STAPS soient exclus de cette dérive
possible des gens qui arrivent, qui n'ont pas fait de natation scolaire, qui n'ont pas fait d'enseignement scolaire, et qui ont le titre de maître nageur sauveteur, peu importe leur origine. C'est une minorité, hein, on est bien d'accord. Mais ça existe, ça commence à arriver. Hein. Pardon ? Minorité, je suis pas très sûr. Oui, je le quantifie pas, hein, pardon. Mais moi j'ai quelques exemples en tête, mais j'espère que c'est pas plus que ce que j'imagine. Et donc voilà, nous, ces formations de ces USCCMA, comment ça va se mettre en place? Sur Poitiers par exemple, nous ce qu'on voudrait faire, c'est à intégrer dans des plannings de licence EM, ES et APAS, c'est quasiment impossible. Chacun a ses périodes de stage, donc à mutualiser, c'est quasiment impossible. Or, on ne peut pas faire une formation, une USCCMA pour les uns, pour les autres, ça va être très compliqué. Donc on envisage de le faire par exemple en fin de formation. Nos étudiants, ils ont la chance de finir plutôt très tôt, entre le 15 et le 30 mai. Donc ça pourrait être par exemple un module de formation intensif. Qu'est-ce qui restera? J'en sais rien, mais bon, on peut imaginer une formule sur 15 jours, 2 fois 35 heures, par exemple. Bon, j'espère que les gens seront là, comment ils seront évalués. Ça pose plein de questions. Et derrière, de quoi allons-nous hériter? Est-ce que ces étudiants, avec bien sûr tout le respect que je leur porte, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire, effectivement, leur licence, quelle qu'elle soit, leur amène plein de compétences, hein, en PEDA par exemple. Est-ce que je répète ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est ceux-là qu'on va retrouver dans nos piscines avec cette base de métier, enseignement, animation et surveillance, je ne sais pas. Alors je me permets de réagir, je te passe la parole juste après, parce que moi j'ai 2 cas en tête de MNS que j'ai embauchés il y a 1 an, qui ont un cursus TAPS, et l'éducation nationale leur refuse l'agrément scolaire, et a priori à juste titre. Donc, effectivement, ils n'ont pas de cursus d'enseignement scolaire, et ça se voit dans la réalité quand ils arrivent au bord du bassin. Peut-être t'as plus besoin de l'agrément scolaire. Et chez nous encore un peu. Oui. Pour réagir sur l'enseignement scolaire, les maîtres nageurs aujourd'hui ne sont pas censés faire de l'enseignement scolaire, étant donné que c'est les instituts qui sont censés porter dans les textes l'enseignement de la natation, et les maîtres nageurs faire de la surveillance. Donc il est tout à fait, à mon sens, normal. Ici, ils sont en soutien des instituts. Très bien. Mais ils doivent savoir enseigner la natation, mais pas l'enseigner dans le cadre scolaire. Le cadre scolaire, il reste... on peut très bien aujourd'hui avoir une piscine où les maîtres nageurs n'interviennent pas dans le cadre scolaire. Et donc du coup, dans le cadre de la formation, il est assez légitime que cette partie-là soit presque pas vue. En fait, pourquoi est-ce que les organismes de formation devraient dépenser des heures d'enseignement et dépenser des heures de formateurs pour former à une compétence dont sur le terrain les textes peuvent potentiellement exclure les gens de cette compétence? Et je me pose la question. Du coup, moi je veux bien compléter et rajouter à l'équation le fait que les fédérations informent aussi à certains diplômes, le MSN plus les diplômes fédéraux, qui rendent les personnes compétentes dans l'encadrement, l'entraînement, l'enseignement de la natation, mais qui eux n'ont pas le titre de maître nageur sauveteur, et pourtant sont parfois plus à même à encadrer des gamins pour l'apprentissage de la natation que les BBGF SAREL qui eux ont le titre de maître nageur sauveteur. On pourrait rajouter aussi le DE ou le DES, hein, qui peut aussi être dans la balance et qui pourrait pencher en disant, comme disait Guillaume tout à l'heure, de bien sectoriser en fait les métiers et les fonctions, plutôt. Bon, voilà. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est la question du CEP-MLS. C'est que... J'y vais dans 2 jours. Pas drôle, parce que les BNSSA sont pas... Alors c'est pas le CEP-MLS, je sais pas comment ça s'appelle exactement pour les BNSSA. Tous les 5 ans, ils repassent leur truc, ça dure 2 jours pour eux. Pour les maîtres nageurs, c'est 3 jours. Mais du coup, ça prépare juste à la fonction de surveillance. C'est-à-dire que quand on renouvelle le CEP-MLS, c'est pour garder le titre de maître nageur sauveteur pour pouvoir surveiller. Mais on n'a pas eu de contenu à la base, et donc on cherche à maintenir une compétence qu'on n'a jamais réussi en vrai à apprendre et à acquérir. Et on doit renouveler cette fameuse compétence qui n'existe pas en fait, parce que personne n'a appris, sauf sur le tard, on va dire. Et pour certains, ils surveillent, il n'y a pas d'accident, donc en fait on ne sait pas trop ce que c'est. Et pour ceux qui ont un accident, en effet, comme Pascal, ils se barrent parce que avoir un KB sous les mains, c'est un peu compliqué. Dernière réaction, c'est ça que tu voulais intervenir? Oui. Moi j'aimerais bien qu'on prenne la posture. Je m'appelle Félix Selin, je suis un des responsables dans le
piscine du Grand Paris Sud-Est Avenir. Et j'aimerais qu'on prenne peut-être la posture différemment. Est-ce que les enseignants sont à même et suffisamment compétents pour accompagner nos élèves sur l'apprentissage de la natation? N'est-ce pas les maîtres nageurs qui sont les plus à même à encadrer et à transmettre ce savoir nager qui est tellement décrié et vers lequel on doit atteindre? Voilà, je pose la question. Et est-ce que ça serait pas valorisant et est-ce que c'est pas ça qui permettrait de communiquer, qui permettrait de recruter? Bien sûr. Voyons le problème à l'envers. Je vais répondre, mais bien que je ne sois pas, je ne suis plus dans le ministère de l'Éducation nationale. Oui. L'année dernière, on pouvait dire encore qu'on y était. Cette année, nous n'y sommes plus. Mais par contre, j'ai participé au groupe de travail sur la circulaire rénovée, et je pense qu'il faut vraiment lever l'ambiguïté. C'est que le professeur des écoles, par essence, est responsable de sa classe du moment où il prend en charge les élèves au moment où il n'en a plus la responsabilité. Il n'y a pas de temps dans lequel le professeur des écoles peut se décharger de sa responsabilité par rapport à la classe. C'est alors je ne sais pas si on peut dire un cadre ou un dogme, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et auquel qui n'est pas négociable dans le cadre des discussions qu'on peut avoir avec l'éducation nationale. Mais c'est purement une notion de responsabilité. Moi, je n'ai jamais entendu dire par les acteurs de la DGESCO que les professeurs des écoles étaient compétents d'une façon autonome pour encadrer la natation scolaire. Je crois qu'ils ont 5 heures de formation dans leur cursus. On n'a pas dû aller dans les mêmes piscines. Après, il y a peut-être des pratiques différentes. Et c'est la notion de responsabilité qui reste à définir. Mais je disais tout à l'heure qu'il y a des cadres réglementaires qui permettent, mais qui ne garantissent pas la compétence. Je pense que pour les professeurs des écoles, on est vraiment aussi dans ce cas-là. Et il y a quand même fortement préconisé l'association avec un professionnel MNS dans le cas où c'est possible. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des cas où ça ne l'est pas, et où la natation scolaire s'effectue en s'appuyant sur des bénévoles agréés. C'est pas forcément, je pense, la volonté de l'Éducation nationale que de promouvoir ces pratiques-là, mais c'est aussi le constat que dans un certain nombre de lieux, il n'y a pas la possibilité d'y adjoindre un professionnel parce qu'il n'y a pas de proposition, de possibilité de le faire. Mais je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, en tout cas sur le fait que autant le professeur des écoles est responsable, autant il n'a pas forcément vocation à encadrer techniquement une activité qu'il n'est pas censé maîtriser. Voilà. Je peux entendre qu'il y a peut-être des pratiques réglementaires plus strictes, mais à ma connaissance, de là où je suis et des travaux que j'ai pu conduire en lien avec l'éducation nationale, c'est d'ailleurs, on a redéfini dans la circulaire en annexe ce qu'est l'intervenant extérieur. Enfin, il y a quand même un certain nombre de signaux clairs sur le fait que la natation scolaire devrait souvent s'appuyer sur l'association avec un intervenant extérieur dont la compétence est avérée dans l'activité. Oui, tout à fait. Je voudrais revenir sur les réflexions de Guillaume et d'Arnaud sur les diplômes, justement. Et donc, alors forcément, nous, on a une contrainte, c'est l'homologation du diplôme. Donc les sujets, bien sûr, sont imposés par l'homologation. Après, un diplôme prépare une compétence. Donner le diplôme de maître nageur, c'est pas forcément le métier de maître nageur. On peut avoir la compétence de maître nageur et l'exercer de vraiment X manières différentes. Et voilà, c'est derrière un animateur piscine du Club Med devra avoir la compétence de maître nageur, peut-être pas, certainement d'autres supplémentaires. Voilà, ça va dépendre de la manière dont on va l'exercer, chez quel employeur, etc. Maintenant, je pense qu'on a aussi, nous, en tant qu'OF, alors une bonne connaissance souvent du milieu professionnel, soit par réseau, soit par expérience,
Et en fait, on essaye de mixer les deux. Premièrement, bien sûr, répondre aux exigences légales, ça c'est la première chose que nous impose l'homologation, mais aussi préparer à l'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, je vais prendre l'exemple tout simplement de l'avant-dernière version du BPGEPS-AN, avant le 1er janvier 2022, où les activités aquatiques avaient disparu. C'est pas pour ça qu'on a enlevé les activités aquatiques du diplôme. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un maître nageur qui sorte sans avoir fait d'activité aquatique, parce que son employabilité derrière va être remise en question systématiquement. Donc on a forcément ce double travail, et d'ailleurs quand on travaille avec les services d'homologation en Dragès, on a cet échange, parce que oui, on doit répondre à l'homologation du diplôme et aux compétences attendues, mais aussi parce que derrière, nous on travaille systématiquement avec les employeurs, et on doit essayer de répondre aux compétences qui vont se retrouver le plus souvent. Voilà, je voulais insister là-dessus. Ouais, juste un point. Merci. On a un mécanisme qui pourrait répondre à ton questionnement sur tes étudiants, mais qui peut aussi répondre à une question qui a été posée tout à l'heure sur des nageurs qui étaient compétents et qui étaient obligés d'attendre 1 an pour passer une formation. Dans les diplômes qui sont reconnus par France Compétences, et particulièrement le dispositif mis en place par le ministère des Sports qui est très intéressant, c'est le plan individuel de formation. C'est-à-dire que chaque stagiaire qui rentre en formation, d'où l'importance de mettre ce BNSSA au registre spécifique selon moi, doit bénéficier avant toute chose d'un positionnement. Si on positionne le stagiaire, je donne un exemple, je ne sais pas comment est configuré ton diplôme, il a des épreuves à la fin, tu le positionnes au début, si tu estimes qu'il est allégé de formation parce qu'il a les compétences au regard de son parcours, etc., tu es en droit, juridiquement, de lui faire passer l'examen tout de suite, sans la formation. D'accord. C'est rarement mis en œuvre, mais ça a déjà été fait. Et dans un cas comme ça, par exemple, prenons un BPGEPS-AN, quelqu'un qui aurait des compétences diverses et variées, on estime qu'il a un BP-AN, il a un BP-APT, il a passé un TFP coach fitness dans l'eau, il a autre chose. On peut très bien dire, au positionnement, cette personne est allégée de formation et on demande son passage d'examen immédiatement. Et on est en droit de lui faire passer l'examen immédiatement sans suivre la formation. Ça peut être un cas de figure qui peut se présenter. Tu parles des VAPP, des VAE? Non, c'est pas le VAE, c'est le dispositif, je parle tout au contrôle, hein, c'est ce qu'on appelle le positionnement. D'ailleurs, ça a été mis en place très rapidement quand il y a eu la réforme des diplômes entre les BE, les DE, etc. On a voulu faire passer énormément de gens sur ce principe-là. Et après, il y a eu un peu un stop parce que c'était la grande ouverture. Mais juridiquement parlant, c'est réalisable. Donc ça peut permettre de gagner du temps. Pardon. Sur diplôme ou sur expérience? Sur diplôme ou sur expérience, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas des dispenses, c'est des allègements de formation. Et si on allège la personne de ça, ça veut dire qu'il est compétent. Donc on lui fait passer l'examen tout de suite. Et normalement, il doit l'avoir si le jury... Parce que le positionnement, c'est fait par un jury, une commission d'évaluation. Donc la commission d'évaluation est complètement autonome dans sa décision. Si elle décide de l'alléger, on peut lui faire passer l'examen. C'était juste la précision, et c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens dans le cadre de ton dispositif pour gagner du temps. Merci. Il reste la question des délais de jury pénible. Là, on n'est pas sur plénier, là. On est sur une commission d'éval. Après, pour faire valider au plénier, pour que le mec ait sa carte pro, pour qu'il soit employable. Oui, mais ça va lui alléger un module, pas tout. Tu peux. Donc pour le plénier, il faut qu'il ait validé l'ensemble. Ok. J'ai juste une petite question par rapport à la compétence. Bonjour à tous. Donc par rapport à la compétence au niveau de l'université, on détermine le niveau d'un maître nageur par un niveau bac. Et à l'université, on est sur un maître nageur bac plus 3 finalement, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il fallait valider la licence pour pouvoir valider finalement la compétence de maître nageur. Et moi je suis issu de STAPS, hein, j'ai fait STAPS et j'ai fait maître nageur, j'ai fait à l'inverse moi. Donc j'ai fait STAPS d'abord et puis après j'ai été BP, l'un des premiers BP. Dans l'idée c'est que moi je me souviens sur ma première année de STAPS on était 1200 et puis en deuxième et en troisième année on était de moins en moins. Donc le vivier finalement des personnes qui pouvaient potentiellement devenir maître nageur par cet allègement au niveau du diplôme de STAPS, il était en première année. Est-ce que ce serait pas plus logique finalement de rentrer dans une démarche de dire on est dans une première année de STAPS qui est généralisée, qui n'a pas finalement, moi j'ai fait entraînement et performance qui n'est pas en APA ou autre, mais ça intervient qu'en seconde année de STAPS.
Est-ce que ce ne serait pas plus logique? Et finalement, on maintiendrait un niveau bac d'un STAPS. Aujourd'hui, si je recrute un maître nageur qui sort d'une licence, c'est un maître nageur bac plus 3. Même si sa compétence est liée au niveau de maître nageur niveau bac, mais pour lui, ça va être un maître nageur bac plus 3. Alors, au niveau universitaire, on a 3 possibilités. Il y a les formations qui sont directement des formations AA, activité aquatique. Donc c'est le DUST, bac plus 1 et bac plus 2. Donc là, Parcoursup, dont on parlait tout à l'heure. La deuxième voie, c'est la licence pro. Des gens qui viennent de milieux divers et variés, par exemple des STAPS qui ne veulent pas continuer, ou des gens qui viennent de l'extérieur, ou les licences pro. On a eu beaucoup de reprises d'études de gens qui venaient du terrain pour chercher de la compétence et de la légitimité aussi professionnelle. Et puis après, il y a ces formations de licence, de fin de licence à passe EM et ES, qui amènent à l'obtention du titre, mais à mon avis, c'est ce que j'ai dit il y a 2 fois, mais qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs professionnels. Autre chose, peut-être, vous me direz si j'ai parfaitement répondu à votre question, mais nous, on récupère parfois les licences 1 en échec. Vous l'avez très bien dit, hein, c'est presque 50%, alors moins maintenant depuis Parcoursup, mais avant, quand on était au tirage au sort, on avait 50% d'échecs en première année. Machine un peu à broyer au tout début, c'est plus le cas maintenant. Et les gens sont plus motivés, sont peut-être un peu plus compétents aussi, un peu plus forts, un peu plus solides. Et on a quand même des gens qui sont un peu en perdition, les neurosciences, la bioméca, on sait de quoi on parle, c'est pas toujours facile. Eh bien, c'est des gens qu'on peut récupérer, nous, qui redoublent et qui viennent nous rejoindre. Et on a aussi des profils de gens qui font des masters et qui, un peu peut-être le profil que vous avez eu, et qui reviennent chercher, qui rentrent directement en 2e année de DUST. J'ai dit DU tout à l'heure? Excusez-moi, de DUST, excusez-moi. DUST 1, DUST 2, donc des gens qui finissent un master et qui viennent chercher une compétence, le titre de maître nageur sauveteur, à travers une 2e année de DUST. Donc c'est une 5e ou 6e année qu'ils font pour se spécialiser. Voilà. Je sais pas, j'ai répondu un peu? Ouais. Ça fait rebond pour moi. Alors on travaille beaucoup avec les demandeurs d'emploi d'une manière générale, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et en fait, on travaille beaucoup aussi avec les compétences et les connaissances que les personnes ont eues à l'extérieur. Alors que ce soit quelquefois des étudiants STAPS de L1 ou quelquefois de Master 1, Master 2 qui viennent repasser un BPGEPS, ou quelquefois une personne en réorientation. Ça lui donne une nouvelle compétence, la compétence de maître nageur, mais ça lui permet aussi de faire briller un peu ce qu'il a appris et ses expériences autres. On a quelquefois des personnes qui viennent, alors nous, je suis sur les Hauts-de-France, on a par exemple les fameuses usines Renault, etc. Des personnes qui ont été sur de la maintenance et qui viennent passer le diplôme de maître nageur. Derrière, c'est pas innocent dans une piscine, ça sert aussi pas mal. Des personnes qui ont eu des compétences de gestion d'équipe et qui reviennent passer le diplôme de maître nageur, c'est des gens qui, dans un premier temps, vont apporter un peu de maturité, quelquefois, et d'assise dans une équipe, et peut-être évoluer un peu plus vite que les autres. Donc, c'est pas forcément, je pense qu'il ne faut pas fermer forcément justement que aux jeunes ou aux jeunes universitaires, et vraiment ouvrir un petit peu à toutes ces compétences qui vont aussi venir enrichir la profession, et après chacun va avoir un parcours professionnel différent. Et ça me fait une très très bonne transition sur l'aspect métier. Donc la question suivante, c'est aujourd'hui on constate